tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Carnet d'aventure et j'ai l'honneur et la chance d'avoir avec moi aujourd'hui sur le plateau François Damilano, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alpiniste, himalayiste, réalisateur, on ne vante plus toutes les lignes de votre CV tant il y en a, mais on est là aujourd'hui pour parler de la stratégie de l'escargot. Votre premier film 100% réalisateur, c'est un film qui date de 2008 et qui raconte finalement une autre progression, un autre regard sur la très haute altitude. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste la stratégie de l'escargot. En fait, ce film témoigne d'une réflexion sur l'accompagnement en haute altitude. Il témoigne de réflexion stratégique, on pourrait dire, pédagogique, d'un certain nombre de guides de haute montagne, et en particulier Paulo Grobel, avec qui cette expédition sur le Dhaulagiri 7 s'est organisée. Et cette expédition avait été pensée de manière un peu alternative. On voulait aller sur un 7000 mètres, puisque c'était la demande de nos clients, de nos compagnons de voyage, mais on voulait y arriver tous ensemble. Et on voulait essayer qu'il y ait de moins de souffrance possible, alors que l'on sait que la haute altitude, c'est traumatisant. Égale souffrance, on est bien d'accord. Et Paulo Grobel avait déjà expérimenté, en s'inspirant d'ailleurs d'autres guides de haute montagne. On se souvient de Jean-Pierre Bernard qui avait déjà expérimenté cette méthode d'ascension sur le Shishapangma. Paulo Grobel l'avait expérimenté avec d'autres compagnons l'année précédente sur le Shishapangma, avec beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur. Et donc on a voulu aller jusqu'au bout de cette méthode alternative, une fois de plus, d'ascension des hauts sommets. Et puis l'idée, c'était en quelque sorte de la formaliser. Donc on a construit l'expédition autour d'une progression douce, une progression qui respecterait le corps, le temps dont a besoin le corps pour s'habituer aux méfaits de l'altitude en quelque sorte, et puis en privilégiant cet espace de vie en altitude. Non pas en faisant seulement des allers-retours entre les camps de base qu'on connaît bien et puis les camps d'altitude, comme si on s'enfuyait en permanence de l'altitude parce qu'on craignait le traumatisme de la vie en altitude, mais au contraire, en vivant longtemps, comme un marin peut partir pour une transatlantique, et ben là on va tous partir ensemble pour vivre une semaine en très haute altitude. Et ben nous aussi on va partir en altitude avec vos images donc réalisées entre 2007 et 2008, direction l'Himalaya, plus particulièrement quelques-uns des plus hauts sommets de la planète, le Dhaulagiri 7 et le Shishapangma. Tout de suite on regarde. Punta Yuchuli ou bien Dhaulagiri 7. C'est quelle altitude, Agnès? Ouais. Si c'est par cœur. Comblé. Je suis étonnamment comblé. Pourtant aujourd'hui, ce n'est pas mon ascension la plus haute, ni la plus difficile. Et je les regarde, mes compagnons d'expédition, et je me remplis de leur sourire et de leurs larmes furtives. Je suis heureux que nous soyons là tous ensemble au sommet. Bravo! Tous au sommet. Printemps 2008. Nous nous enfonçons au cœur du Dolpo. Notre objectif, gravir le Dhaulagiri 7, une montagne perdue entre Népal et Tibet. Pour tous nos clients, c'est une première. Leur première incursion à plus de 7000 mètres d'altitude. Originalité du projet? Nous utiliserons la progression escargot. Nous gravirons donc la montagne doucement, par petits paliers, et avec la maison sur le dos. François Damilano, on vient de le voir avec ces quelques images. Le principe de la stratégie de l'escargot, donc c'est une progression douce, lente, voire presque en doublant le nombre
de haltes, de camps, que normalement, qui sont prévus sur le papier. Non, il y a le camp de base, des camps avancés. Là, c'était quasiment le double de temps que ça vous a pris. Alors, en fait, ce n'est pas tant la lenteur de la progression que le respect des paliers d'acclimatation. Hein, la médecine de montagne nous l'a enseigné depuis longtemps. On ne devrait pas dépasser 300 à 400 mètres de dénivelé entre 2 nuits en altitude, de manière à ce que le corps ait le temps de s'acclimater à la différence de pression atmosphérique. Et quand on regarde les profils de dénivelé sur les expéditions traditionnelles, on s'aperçoit qu'entre 2 camps, souvent il y a 1000 mètres de dénivelé, voire 1200 mètres de dénivelé. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Un effort extrêmement traumatisant pour chaque alpiniste ou chaque client qui va devoir passer d'un camp à l'autre. Donc des longues journées d'effort, des arrivées dans les camps qui sont souvent à un moment de souffrance, beaucoup de déshydratation, beaucoup de fatigue. Donc on prend moins le temps de prendre soin de soi, parce que justement la fatigue aidant, on a l'impression, on a plutôt tendance à se laisser aller. Alors que là tout d'un coup on va inverser, on va dire on va revenir à ce que nous a appris la médecine de montagne. Et bien tous les 400 mètres on va faire un camp, quitte à doubler le nombre de camps. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, concrètement, d'allier vraiment plaisir et haute montagne? Est-ce que ce n'est pas forcément de la douleur? Il ne faut pas forcément être masochiste un petit peu pour aller là-haut? Bien sûr que l'alpinisme est toujours un sport qui demande de l'abnégation. Bien sûr que l'altitude fait souffrir, puisque ça c'est physiologique. Et puis finalement, il nous manque de temps en expédition. On s'aperçoit qu'on est tout le temps en train de s'acclimater et finalement on est parfaitement acclimaté pour aller vers le sommet le jour où on est allé vers le sommet. Il faudrait... Après une expédition d'1 mois et demi, il faudrait rester au Népal et puis là, tenter d'autres sommets. On serait parfaitement acclimaté. Donc on doit aussi tenir compte de toute cette contrainte de temps qui est nos contraintes d'occidentaux au jour d'aujourd'hui. Donc toujours pareil, comment on va optimiser au mieux notre voyage et comment on va privilégier le plaisir d'être en haute montagne en ne s'enfermant pas dans un camp de base, ce qui est quand même finalement assez frustrant, de faire 10 000 km pour vivre la plupart du temps de l'expédition dans un camp de base sous une tente messe ou de sa tente personnelle à tente messe. C'est un peu dommage. Maintenant, là, on va partir. On va larguer les amarres. À un moment donné, on démonte le camp de base. Et puis, on part pour les camps d'altitude. Quitte, une fois de plus, à multiplier le nombre de camps d'altitude. Et puis, comme on ne peut pas charger le sac à dos plus que ce qui est raisonnable de porter, au contraire, on va faire très attention au poids qu'on va porter pour ne pas se mettre en souffrance, et bien on va peut-être faire 2 ou 3 allers-retours dans la journée, mais sur une courte distance et sur un court dénivelé, et puis on va vivre en altitude. Et c'est cette expérience qu'on peut partager avec nos compagnons qui est tout à fait originale et extraordinaire. Et là-dessus, Polo a su formaliser ses expéditions autour de cette progression douce de manière absolument merveilleuse pour nous. Polo Grobel, justement, qu'on va retrouver avec ses clients, ses compagnons, comme il les appelle, sur donc, son expédition du Shishapangma. C'est l'un des 14 plus hauts sommets du monde à plus de 8000 mètres. Tout de suite, quelques images. Habituellement, sur les hauts sommets himalayens, la stratégie classique consiste à installer un camp de base confortable, puis en quelques incursions, les camps d'altitude. Une fois la montagne préparée, l'équipe se repose alors quelques jours avant l'assaut final vers le sommet. Constatant que ces longs allers-retours sont souvent traumatisants pour leurs clients, quelques guides initient dans les années 90 une autre manière de procéder. Montant en autonomie complète depuis le camp de base, l'équipe progresse alors de façon ininterrompue vers le sommet en se déplaçant par paliers avec son camp. C'est la tactique de l'escargot. Le guide Polo Grobel est un chercheur. Il est de ceux qui fouinent, expérimentent, inventent. Et il veut rompre. Rompre avec la dramaturgie convenue de trop de récits himalayens. Pour Polo, la haute altitude n'est pas synonyme de souffrance et de survie. Pour lui, au contraire, l'altitude est un lieu de vie. Et il ne veut plus se contenter de courtes incursions en haute altitude. Il veut s'immerger. Convaincu qu'avec les clients qui l'accompagnent, aller doucement est la clé pour vivre la haute altitude avec plaisir, dans un temps imparti souvent trop court. Polo érige cette conviction en posture pédagogique. Il faut qu'on construise des savoir-faire adaptés à une progression plus respectueuse de notre corps en altitude. Et c'est pas ce qu'on a fait depuis 20 ans, depuis 50 ans, on n'a rien respecté du tout, mais parce que c'est l'évolution. Je pense qu'on est plus dans une logique plus épurée de l'alpinisme. Et en ça, c'est un lien entre une technique himalayenne lourde
est quelque chose de beaucoup plus moderne. Et paradoxalement, cette modernité, elle s'adresse à tout le monde. François Damilano, alors est-ce que ça s'adresse à tout le monde, cette stratégie de l'escargot? Il n'y a pas de prérequis en amont et il ne suffit pas forcément d'être alpiniste himalayiste et ce n'est pas forcément destiné aux alpinistes de haut niveau également. Ben non, l'idée justement, c'est d'essayer d'adapter une méthode alternative d'ascension des hauts sommets pour la rendre la plus accessible possible. Alors, une fois de plus, ça ne supprime pas l'effort, ça ne supprime pas l'abnégation nécessaire pour vivre en altitude. C'est pas facile de vivre en altitude, de dormir dans une tente, de souffrir du manque d'acclimatation, de devoir faire sa cuisine dans la petite abside. Tout ça, ce n'est pas facile. Une expédition, ce ne sont pas des vacances. C'est un grand voyage, mais ce ne sont pas des vacances. Par contre, effectivement, une fois de plus, cette approche essaye de réfléchir pour vivre le mieux possible cette expérience très particulière. Et quelle chance de pouvoir vivre cette expérience particulière, d'aller visiter la très haute altitude. Alors pour vous justement maintenant c'est un choix de vie. Chacune de vos expéditions en très haute altitude se fait avec la stratégie de l'escargot? Alors une fois de plus, l'alpinisme et l'himalayisme est pluriel. Il est riche de plein d'alternatives et de plein de manières de faire alpinisme. Mais ce n'est pas aussi cloisonné qu'on voudrait l'entendre. Et souvent, on me pose cette question, mais alors du coup, tu ne vas en Himalaya que de cette manière-là? Non, non, parce que ça va dépendre des compagnons d'expédition, ça va dépendre de l'objectif, ça va dépendre de ma propre motivation. Et le film, une fois de plus, a voulu montrer qu'il était possible de sortir des sentiers battus et que l'himalayisme n'était pas un monde monolithique. Et l'alpinisme n'est pas un monde monolithique. On peut très bien faire du speed climbing pendant un week-end à son propre niveau, et puis de décider de partir en expédition en essayant d'adapter cette approche de la progression douce. L'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, médicalement parlant, ce serait presque la technique que conseilleraient les médecins d'altitude. D'ailleurs, on va avoir un extrait particulièrement intéressant avec Emmanuel Cauchy de l'IFREMONT, l'Institut de recherche sur les maux de montagne. À votre caméra, on regarde. Une manière de marier la progression continue d'une part, méthode utilisée par l'élite capable de gravir d'un jet les plus hauts sommets, avec l'acclimatation douce d'autre part, qui consiste à monter par paliers pour laisser au corps le temps de s'acclimater aux effets de l'altitude. Et il se trouve que dans la réflexion sur l'altitude et sur l'hypoxie, les médecins depuis très longtemps nous ont dit qu'il fallait absolument que la différence d'altitude entre deux camps soit aux environs de 300 à 400 mètres. Et en fait, dans la réalité, personne ne fait ça. Comment ça s'est passé pour vous? Super bien. Très bien. Je suis en train de prendre ma cadence. C'est bien. Nous voici arrivés au camp 2. Et en fait, on a fait presque 300 mètres de dénivelé. Ce qui peut sembler ridicule. Bon, là, nous, c'est la première fois qu'on monte si haut. On va rester à presque 300 mètres. Et puis après, après le terrain nous commande aussi de rester là. Parce que c'est le seul endroit relativement plat. Il y a des étapes à ne pas franchir. Il ne faut pas monter de plus de 400 ou 500 mètres entre 2 nuits consécutives au-dessus de 3000 mètres. Donc il faut savoir, il faut respecter des paliers. C'est un peu comme en plongée. Si on ne respecte pas la règle des paliers, eh bien la sanction peut être très sévère. De toute façon, on sait que plus on est lent, plus on va s'acclimater parfaitement. Alors forcément, entre deux façons de monter en altitude, celle qui consiste à faire des échelles ou des montées rapides pour essayer de redescendre avant d'être usé, je dirais, et puis celle qui consiste à monter tout doucement, bien sûr, la deuxième paraît beaucoup plus logique pour l'organisme. Voilà, je dirais que la façon lente est certainement une forme de réponse adaptée à l'acclimatation progressive. On a l'habitude de voir beaucoup d'images d'Himalaya avec forcément des grands noms de la montagne qui, pour la plupart, privilégient le style très rapide, l'incursion éclair à haute altitude. Je ne veux pas citer les Juli Stec, les Kilian Jornet, les Simone Moro et autres. Pourtant, là, on a vraiment un autre regard, une autre façon d'appréhender la haute altitude, et comme on le disait tout à l'heure, finalement, qui est assez complémentaire. Oui, parce que une fois de plus, les grands
personnages médiatisés, les grands référents de notre milieu, masquent le reste de la pratique et c'est tout à fait naturel. En plus, on est toujours très admiratif de la performance et la performance, elle tire la pratique vers quelque part, elle motive bien évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'il y a tout un tas de formes d'himalayisme et tout un tas d'himalayistes. Donc, à un moment donné, c'est intéressant aussi de tourner la caméra vers ces gens-là. S'il n'y avait pas nos clients, il n'y aurait pas de guide, il n'y aurait pas de Sherpa. Finalement, les clients, c'est un mot qui est souvent un petit peu dévalorisé, mais pour moi, il est très respectueux. Au contraire, s'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas d'économie de la montagne, il n'y aurait pas d'économie de guide, il n'y aurait pas d'économie de Sherpa. Et à un moment donné, c'est peut-être intéressant de regarder comment ils font, d'essayer d'écouter leur motivation, et puis de réfléchir à la manière de les accompagner le mieux possible, et en Himalaya en particulier, de ne pas uniquement bourriner, comme nous ont finalement appris nos grands aînés illustres, avec beaucoup de souffrance, avec toute cette dramaturgie himalayenne qu'on connaît bien dans les littératures ou dans la filmographie. Non, il existe une autre forme d'himalayisme, et il est possible d'avoir du plaisir, on va jusque-là, en vivant en altitude. Ça, je demande à voir justement, et vous allez vérifier avec nous si autour de 7000 mètres, il y a encore du plaisir avec ces images. Tout de suite, regardez. Sur les flancs du Dhaulagiri 7, nous doublerons ainsi le nombre de camps préconisés par les expéditions précédentes. Démontage de tente, pour moi ça reste toujours des choses un peu difficiles aussi parce que c'est des efforts, on s'accroupit, on pèle et la tête on prend un coup toujours à chaque fois. Mais c'est aussi le rituel qui donne le temps de l'apprentissage Tu mets dans la tente, tu t'assois. Ah, c'est super. et permet d'améliorer le confort de vie. Chacun se rôde, trouve ses marques, optimise son installation. Sous la tente, chaque binôme s'organise. Ah, Polo. Oh putain, ça c'est pas bien. Non, non, attendez, le déjeuner on fait pas comme ça. Déjeuner, d'abord on range tout et après on prend le déjeuner. Voilà. Alors d'abord tu replanches. Chaque soir, apéro dans la tente du guide. C'était 12, maxi 15. Et le poids utile en vrai il était de 10, si on regarde bien. D'accord, à cause du poids des sacs et tout ça, de l'eau qu'on rajoute, etc. Maintenant, on change d'étage. Forcément, l'hypoxie nous réduit nos capacités. Donc, elle réduit nos capacités de portage. Et surtout, ça va vous permettre d'enlever le superflu. Ce délestage du superflu, là. On se déleste du superflu. Au rythme des jours, le pesage du matin devient rituel. 13. Il oblige chacun à déterminer sa véritable capacité. Et mieux vaut organiser un portage supplémentaire entre deux emplacements de camp que de s'échiner sous un sac trop lourd. Là, si je peux me permettre, parce que le film date d'il y a quelques années, c'est marrant de revoir ces images. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'attention qui est portée à chaque détail. À partir du moment où vous partez en altitude avec cette technique de capsule, cette technique d'autonomie, vous êtes obligé d'étudier votre matériel, votre nourriture, chaque détail de manière extrêmement minutieuse. On ne peut pas emmener du superflu. C'est impossible puisqu'on va le porter. Donc à partir du moment où on va étudier chaque gramme, son matériel très précisément, qu'on n'a pas une horde de porteurs d'altitude ou de Sherpas pour faire les mulets ou les bodés en altitude, tout d'un coup on va avoir une démarche très différente et puis on va s'écouter, on va se regarder et puis on va chercher à être extrêmement précis. Et cette précision et ce partage qu'on voit bien là à l'intérieur de la tente de Polo Grobel, il fait partie de cette ambiance que crée aussi la stratégie lors de l'ascension. Finalement, ça aide aussi à mieux se connaître, à savoir exactement ses limites en fonction de l'altitude, à ce qu'on est capable d'encaisser soi-même. Ah bah sur ce sommet qui est filmé là, dans ce reportage, c'était presque la base du projet. Nous avions décidé de faire l'ascension ensemble et dans la mesure du possible d'arriver tous ensemble au sommet, ce qui est assez rare en Himalaya, puisque finalement, avec l'échelonnage des camps, avec les problématiques de météo ou de forme et de méforme de chaque membre de l'expédition, le groupe est souvent scindé, cassé et s'éparpille un peu sur la montagne. Là, on avait essayé, et on a réussi, à ce que tout le monde reste ensemble et puis franchisse les derniers mètres de la cime, tous en même temps. Et c'est vrai que
C'est un moment très fort en tant que guide. Quand vous réussissez un projet comme ça qui a été minutieusement préparé, mais presque de manière, je dirais pas utopique, mais en tout cas un peu intellectualisée, et puis sur place, ça marche. Comme quoi, eh ben, ça marche, c'était... Que demande le peuple, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu ça le but de l'alpinisme finalement et de l'himalayisme, c'est d'arriver au sommet. Et on va voir tout de suite si vous avez réussi avec tout le monde. Monter inexorablement. Rester plus d'une semaine en altitude sans jamais redescendre au camp de base. Certes, mais la météo et les problèmes de santé. Qu'advient-il quand le mauvais temps survient ou lorsque quelqu'un est malade? Aujourd'hui, pour étayer sa réflexion, le guide dispose de nouveaux outils. Oh putain, d'accord. En fait, nous, le problème là, c'est que on est un peu devant et il y a beaucoup de neige. Alors donc, il va falloir qu'on fasse la trace et tout, quoi. Le routeur météo en Himalaya ou dans d'autres massifs du monde, c'est le météorologue qui est spécialisé sur la météorologie de haute montagne et qui envoie des bulletins météo, des prévisions météo aux expéditions, aux alpinistes. Donc, les experts reçoivent directement par les téléphones satellites une information météo du temps à venir sur plusieurs jours, avec la température, le vent sur les différents niveaux. Et en fonction de ça, ils vont prévoir, ils vont organiser leur planning. À partir du moment où on sait ce qui va se passer en montagne, ça enlève un poids et ça enlève une inquiétude. Et au contraire, ça donne des ailes. Montée en altitude progressive, contrôle de l'effort physique, hydratation optimum. La progression par palier est à l'écoute des corps. Moins agressé, il développe moins de symptômes violents. Et en cas de coup dur, la télémédecine permet aujourd'hui de disposer d'un diagnostic de médecin. On a lancé une idée assez originale, qu'on a un peu copiée sur la mer, mais c'est le fait de mettre un numéro à disposition des gens qui vont très loin, en expédition. Un numéro, et au bout de ce numéro, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, il y a un petit groupe de médecins comme moi qui répondons à toute suggestion ou toute demande, d'information, quelquefois urgente, quelquefois un peu moins urgente. C'est de la télémédecine sous forme d'assistance aux himalayistes. Oui, ce que rappelle le film, c'est qu'on vit bien évidemment avec notre temps. Et au tournant des années 2000, les himalayistes ont bénéficié du développement de deux outils absolument fabuleux. À partir du moment où il y a eu miniaturisation des téléphones satellites, on pouvait avoir accès facilement aux prévisions météo. Donc là, on voit le reportage sur Jan Ginendaner qui, lui, est basé à Chamonix et est capable, derrière ses écrans, de nous envoyer ses prévisions pour l'endroit exact où nous sommes sur la montagne. Et puis, un deuxième outil qui est très important pour les guides de haute montagne en particulier, c'est la télémédecine. Donc la médecine à distance qui s'est développée, en particulier grâce au travail de Liv Raymond. Et en cas de doute d'un symptôme qu'on ne maîtrise pas complètement ou qui nous angoisse, on peut appeler et avoir un médecin spécialisé au bout du fil qui va déjà nous aider à poser le diagnostic et éventuellement à prendre une décision. Et ces deux outils, évidemment, qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans cet accompagnement en altitude. Alors, tout de suite, je vous propose un dernier extrait, la fin du film, la fin de la stratégie de l'escargot. Et on se retrouve tout de suite après pour en parler et débriefer. La progression douce démontre son intérêt sur bien des sommets de plus de 7000 mètres. Plaisir et réussite sont ponctuels au rendez-vous. Mais plus haut encore, sur les géants de la Terre, qu'en est-il ? Alors au Shishapangma, on est parti du camp de base pendant 16 jours sans jamais revenir, en autonomie complète, en montant petit à petit par palier avec cette méthode qu'on a expérimentée. Et on est allé jusqu'au sommet en progression tranquille, vraiment dans de très bonnes conditions de vie de groupe et de vie de la montagne. Ce n'est pas une évolution, c'est une vraie révolution dans la façon d'aborder la haute altitude. Et puis ça nous a tous donné des idées pour aller sur d'autres 8000 de la même façon, et on va le faire.
Recherche du plaisir, maîtrise des moyens, valeur de solidarité. La méthode va bien à notre temps. La progression douce est un éloge du plaisir de l'altitude. Et ses promoteurs souhaitent partager leur vision d'un himalayisme heureux. Aujourd'hui, ce n'était pas mon ascension la plus haute, ni la plus difficile. Et pourtant, cet instant m'a comblé. Et je sais que sur les pentes du Dhaulagiri 7, la stratégie de l'escargot nous a offert ce bonheur partagé. François Dabel, il a une très belle histoire, des très belles images, et comme quoi ça marche véritablement. Mais juste une petite nuance pour conclure, la stratégie de l'escargot, ce n'est pas une recette, c'est une exigence. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que ce n'est pas une fois qu'on est sorti, on va dire, des usages et qu'on expérimente une autre manière d'aborder la montagne que ça va résoudre tous les problèmes. Nous, au contraire, le fait de vouloir gravir les montagnes de cette manière-là demande un gros investissement et finalement beaucoup de minutie et de concentration dans la construction de son projet. Il faut réfléchir plus en amont encore du coup. Il faut le préparer et il faut embrasser le projet de manière globale. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la démarche. Super. Eh bien, François, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour ces très belles images. De toute façon, on se retrouve dans pas longtemps pour continuer une série de carnets d'aventure avec deux autres de vos réalisations, Parenthèse à 8000 et Go West. On aura l'occasion d'y revenir d'ici quelques mois. Mais en attendant, on vous laisse avec ces très belles images dans la tête. Merci à toutes et à tous de votre attention et à très bientôt sur 8 Mont Blanc.